Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour la soirée-conférence Femmes d'avenir. Femmes d'avenir est une soirée-conférence au cours de laquelle plusieurs parcours professionnels vous seront exposés. Vous aurez la possibilité de découvrir le parcours des intervenantes, des freins auxquels elles ont été confrontées et les actions qu'elles ont pu mettre en place afin de les surmonter. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Juliette Leblanc. Je suis en dernière année à l'ENSAT. Je suis alternante et je serai diplômée l'année prochaine. L'idée de cette soirée m'est venue en janvier, lorsque j'étais en Erasmus. Ce séjour à l'étranger m'a permis de prendre du recul et le temps de réfléchir sur mon avenir. Je me suis donc posé beaucoup de questions. Quelles sont mes attentes professionnelles, personnelles? Quelles sont les valeurs qui me tiennent à cœur? Et par quels moyens je suis capable de m'épanouir dans mon travail? Difficile de répondre à ces questions quand on connaît peu le monde du travail et la diversité des métiers que l'on y trouve. Je suis alors partie à la recherche de modèles de carrière inspirants. Je cherchais des parcours professionnels ambitieux dans lesquels m'identifier et me projeter. J'ai été déçue. Déçue de ne pas trouver plus de femmes à la tête d'entreprise, plus de femmes dans des domaines variés et plus de femmes dans des postes à haute responsabilité. Les femmes ont-elles moins d'ambition que les hommes? Je dois avouer que cette hypothèse ne m'a pas du tout satisfaite. Alors je suis partie du début, sur de simples constats, pour essayer de trouver des explications. Selon les études gouvernementales françaises de 2019, à poste équivalent et expérience équivalente, les femmes touchent 9% de moins que les hommes. Une part plus importante de temps partiel, de CDD et de congé parental est attribuée aux femmes, les menant plus facilement à des situations précaires, voire de pauvreté. Seulement 37% des créateurs de micro-entreprises et 28% des créateurs d'entreprises classiques sont des femmes. 11 professions en moyenne regroupent la moitié des emplois féminins, contre 23 pour l'emploi masculin. L'emploi des femmes reste donc très concentré sur quelques professions à prédominance féminine. Peu de femmes dans les conseils d'administration et les comités directionnels. À titre d'exemple, seulement 13,69% des femmes sont présentes dans les comités exécutifs des entreprises du CAC 40. Pourtant, nous avons tous à gagner. À voir les femmes et les filles réaliser tout leur potentiel. Des exemples pour l'ouverture d'esprit et la créativité. Le développement de la mixité oblige à supprimer les stéréotypes et donc à avoir une vision du monde plus ouverte, ce qui a des conséquences sur la créativité au sein même des entreprises. Pour l'accès au talent, se priver de 50% des potentiels de la population dans certains domaines est un frein au développement, surtout dans les secteurs en pénurie de talent. Pour la santé des pays, selon l'ONU, il a été démontré qu'un pays respectant mieux l'égalité homme-femme est un pays en meilleure santé. Pour l'économie des nations et des entreprises, selon une étude du FMI, les entreprises voient leurs résultats financiers s'améliorer lorsque la composition de leur conseil d'administration est plus équilibrée entre les hommes et les femmes. La corrélation directe entre le taux de féminisation de l'encadrement et l'amélioration des performances de l'entreprise est aujourd'hui démontrée. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables d'agir. Ces objectifs ne sont pas inatteignables. Il faut proposer de nouvelles actions pour déconstruire les stéréotypes. Il faut encourager les hommes et les femmes à travailler ensemble pour proposer des outils et des services innovants afin de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques actuels. Il faut pousser les femmes à oser. Oser prendre la parole, oser demander des augmentations salariales, oser postuler pour des postes à responsabilité, oser créer des entreprises, et j'en passe. C'est dans cette optique que j'ai transformé ma réflexion personnelle en projet commun, car je ne suis pas la seule à vouloir faire bouger les choses. À l'ENSAT, dans mon école, j'ai trouvé une équipe motivée, des étudiantes et des diplômés issus de différentes spécialisations, avec des parcours différents, mais une idée commune.
Pour Femmes d'Avenir, nous avons fait le choix de mettre à l'honneur des carrières professionnelles féminines pour casser les codes. Mais notre objectif, c'est de promouvoir des parcours inspirants pour les hommes et pour les femmes. L'ambition n'a pas de genre. Les femmes d'avenir sont talentueuses, prometteuses, elles ont des choses à dire. Hommes ou femmes, encouragez-les à prendre leur place. Merci à vous. Alors maintenant, on va passer au discours de nos deux marraines qui nous font l'honneur d'être là ce soir, Isabelle Schmittlin et Marion Guillou. Donc Isabelle, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire. Elle a été nommée directrice de cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en mai 2019. Depuis 2015, elle dirigeait l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Marion, son parcours professionnel d'ingénieur et de chercheur l'a conduite à être présidente directrice générale de l'INRA entre 2000 et 2012. Elle est aussi ancienne présidente du conseil d'administration et ancienne directrice de l'école polytechnique. Elle exerce par ailleurs des responsabilités nationales et internationales au sein d'organismes publics et de centres agricoles, de recherche agricole. Excusez-moi. Merci, nous les remercions vraiment d'être là ce soir. Et je laisse la parole à Marion Guillou pour présenter son parcours. Merci. Merci Juliette pour cette très très belle introduction. Je pense que tout le monde a apprécié. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est donc organisé par Femmes d'Avenir. Là, j'ai vu qu'il y avait un groupe extrêmement dynamique. Ça donne déjà de l'énergie d'être avec vous ici ce soir. Et l'ENSAT, en plus, est membre d'Agrium. Et donc, c'est un double plaisir d'être là avec vous. Alors que je vous raconte un peu, j'ai 40 ans de vie professionnelle derrière moi, plus de 40 ans, à peu près moitié en tant que scientifique et moitié en tant que fonctionnaire dans le service public actif. Je suis mère de 3 enfants, provençale d'origine, et j'ai travaillé dans la Manche d'abord, premier poste, comme je venais de Provence, c'était assez logique. Et puis dans la région Pays de la Loire, et puis à Paris, avec des responsabilités nationales, et à Londres, et puis actuellement dans des organismes internationaux à partir de Paris. Je n'ai jamais été suffragette, mais peu à peu, mon expérience professionnelle me montre que c'est utile d'être engagé pour la cause des femmes, et je vous dirai pourquoi. Je vous donnerai quelques exemples de ce qui m'a été donné de rencontrer dans ma vie professionnelle. De fait, si je retourne un petit peu sur ce qui s'est passé dans ma vie, je n'ai pas été poussée familialement pour faire carrière, mais jamais découragée, inversement. J'ai toujours travaillé dans des milieux très majoritairement masculins, y compris mes études, puisqu'à Polytechnique, on était 12 femmes sur 300. Je crois que maintenant, ça a pas mal changé, et tant mieux, puisqu'il paraît que c'est beaucoup plus équilibré dans vos promotions. Et ce qui m'a permis de tenir, et même d'aller bien, c'est la solidarité entre filles. Donc, je voulais vous le dire. Je vois toujours, tous les mois, les copines de Polytechnique. Donc, c'est une amitié de plus de 40 ans. Alors, si j'essaye de tirer des leçons sur ce qui a fait, à un moment donné, que j'ai franchi des marches professionnelles, disons, à mon avis, il y a vraiment 2 circonstances dans lesquelles il s'est passé quelque chose. Donc, après avoir été diplômée ingénieure, j'ai été envoyée en direction de l'agriculture. 1 an et demi après, on me téléphone pour me demander si j'accepte d'aller au cabinet du ministre. J'étais un peu jeune, voilà, et puis personne ne voulait y aller. Il faut quand même être assez lucide. Pourquoi les gens ne voulaient pas y aller? Parce qu'on pensait que le ministre n'allait pas durer. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai accepté. Première chose, donc à 25, 26 ans, je me suis retrouvée au cabinet du ministre à Paris avec M. Meignery. Et puis la deuxième fois où ça a été un peu du même genre, donc revenant de Grande-Bretagne où j'avais passé quelques années, et peut-être parce que j'avais regardé de près la maladie de la vache folle, sans aucun doute d'ailleurs, c'est pour ça, le ministre de l'Agriculture me demande si j'accepte d'être directrice générale de l'alimentation. J'ai 42 ans, ça fait blourps, c'était pas joyeux la maladie de la vache folle, et là pareil, je me dis pourquoi pas. Et je dirais que
ce qui a caractérisé mon parcours professionnel, oui, donc j'ai été directrice générale de l'alimentation pendant 4 ans, entre 42 et 46 ans, et j'ai eu le grand plaisir de travailler avec Isabelle, qui était déjà dynamique et extrêmement positive. Et je dirais que c'est ça qui a fait la différence par rapport à un parcours monotone. Donc après, c'est une question de tempérament, mais je dirais que peut-être parce que j'étais une femme, là j'essaye d'extrapoler, que je n'avais pas d'idée de carrière dans la tête. J'ai accepté de prendre peut-être plus de risques que la moyenne, et c'est ça qui a fait que j'ai franchi quelques marches plus rapides. De fait, là aussi je prends du recul, ça a été dur d'être une femme au démarrage, et puis une femme du Midi travaillant dans la Manche sur des services publics ruraux, je ne vous raconte pas, les réunions avec les maires là, avec leurs casquettes, parce que dans la Manche on met des casquettes, pas une question, donc je présente mon projet, pas une question. Bon, après il fallait aller au bar du coin pour qu'ils commencent à discuter. Donc déjà la place de la femme de 26 ans, ingénieure venant du Midi, et voilà, c'était pas évident. Mais ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses, mais c'est un petit peu agressif. Ça apprend beaucoup de choses, notamment le fait, et je pense que vous êtes déjà rendu compte de ça, que les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Enfin, vous ne pouvez être compris que si vous prenez le point de vue de la personne qui vous écoute. Quand vous êtes méditerranéenne, ingénieure, arrivant dans une assemblée de maires de la Manche, que des hommes, bien sûr, vous avez intérêt à essayer de comprendre ce qui peut faire tilt quand ils vous écoutent. Et ça, c'est une bonne leçon que j'ai retenue de ces périodes-là. Et puis, après, donc, ça a été franchement un désavantage d'être une femme, ou en tous les cas, il fallait que je prouve que je pouvais faire comme les autres. Pas mieux, pas pire, mais au moins comme les autres, jusqu'à 42 ans. Et à partir du moment où Philippe Vasseur a pris le risque, et c'est lui qui a pris le risque, c'est pas moi, de nommer directrice générale de l'alimentation, à ce moment-là, je dirais qu'au contraire, ça a été plus facile pour moi. Parce qu'étant la première directrice générale femme du ministère de l'Agriculture, j'avais une visibilité qui était supérieure. Et je pense qu'à partir de 42 ans, au contraire, ça a été un avantage, si je regarde ex post, d'être une femme dans les postes que j'ai occupés. Alors, quelle leçon j'ai tirée de tout ça ? D'abord, vous donnez l'image de l'escaladeur. Je n'ai jamais fait d'escalade, hein. Mais je crois quand même que c'est utile à avoir en tête. Quand vous changez de poste, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, toujours garder au moins une prise. C'est-à-dire faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans un milieu dans lequel on n'a jamais été, avec une échelle qu'on n'a jamais fréquentée, je ne vous conseillerais pas. Si vous pouvez chaque fois garder au moins un point d'appui, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres femmes, mais voilà, je dis garder une prise. Quand vous changez de poste, vous pouvez en changer 3 de prises, mais gardez-en une. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est quand vous avez un entretien d'embauche, et surtout pour les filles, je ne sais pas si c'est encore vrai dans votre génération, mais en tous les cas, moi, je ne vais pas généraliser, je manque un petit peu d'assurance sur ce que je sais faire. Et j'avais tendance à me poser les questions à la place de l'employeur, c'est-à-dire serais-je apte à faire ? Si je pouvais donner un conseil, il faut que vous vous demandiez est-ce que j'ai envie de le faire ? C'est l'employeur qui va se demander si vous êtes apte à le faire et donc s'il a envie de vous embaucher. Ne vous trompez pas de question quand vous allez à un entretien d'embauche. Vous n'êtes pas dans les deux rôles à la fois. Vous êtes le candidat, vous n'êtes pas l'intervieweur. Et voilà, je pense que ça décomplexe un peu de se dire ce n'est pas à moi de me demander si je suis capable de faire ça. La troisième leçon que j'en ai tirée, c'est que certes, je vais vous dire, il y a 15 ans, j'étais contre les quotas. Pourquoi ? Parce que quand on s'est battu, qu'on a travaillé, tout ça, c'est un peu infamant d'être un sac de patates avec marqué quota sur la tête quand on vous appelle pour être membre d'un conseil d'administration. Et donc au début, j'étais contre les quotas. Puis après, j'ai quand même lu pas mal les sociologues et je vous raconterai pourquoi. Et quand vous lisez un peu de bouquins de sociologie, vous savez que les gens souvent choisissent de préférence des gens qui leur ressemblent parce que ça les rassure. Ils comprennent mieux le référentiel de la personne qui leur ressemble. Donc, s'il n'y avait pas eu les quotas pour les conseils d'administration, les hommes de plus de 60 ans, blancs, etc., auraient continué à choisir des hommes blancs de plus de 60 ans, français, etc. Et la féminisation obligatoire a eu 2 effets, puisque je suis membre de plusieurs conseils d'administration désormais. Évidemment, il y a une diversité de genre, mais il y a aussi une diversité internationale, parce que souvent, les directrices femmes, ils ont été obligés d'aller les chercher à l'étranger. Et donc, vous avez eu à la fois une internationalisation et une diversité de genre dans les conseils d'administration. Et ce que m'ont dit les hommes, c'est amusant, c'est que maintenant, on travaille plus qu'avant dans les conseils d'administration. Peut-être le challenge. Le fait d'être divers, ça challenge plus. Un autre élément qui vous explique pourquoi j'ai changé de point de vue sur les quotas.
À l'INRA, j'arrive, je demande à la DRH, tiens, c'est curieux, pourquoi est-ce qu'il y a moins de directeurs de recherche femmes que de directeurs de recherche hommes? On recrute sur concours, à peu près moitié-moitié. Ils sont aussi bons. Il n'y a aucune raison que les filles ou les garçons soient meilleurs. Ils sont comme ils sont. Et selon les années, mais c'est autour de 50%, avec un sexe ou l'autre qui est supérieur. Mais par contre, dans les directeurs de recherche, il y avait beaucoup moins de directrices de recherche que de directeurs de recherche. Donc la DRH a quand même fait une enquête, elle a cherché à comprendre. Bon, il y avait 2 ans de décalage, ça je comprends, ça peut être des congés de maternité, des choses comme ça. Mais ils se sont rendus compte que ça allait au-delà. C'est-à-dire que les femmes ne se présentaient pas au concours. On a fait une toute petite chose. On a demandé aux directeurs d'unité, quand ils pensaient qu'un chercheur, homme ou femme, avait les capacités de se présenter au concours, on a dit aux directeurs d'unité, vous suggérez à la personne de se présenter. Eh bien maintenant, vous avez moitié-moitié. Vous voyez, donc c'est amusant de voir que, de fait, il ne faut pas rester passif. Quand vous avez une situation de déséquilibre, qu'elle soit homme ou femme, parce que je suppose qu'il pourrait arriver des milieux dans lesquels il faut veiller à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Je ne fais pas de racisme dans un sens ou un autre. Les minorités, souvent, il faut veiller à ce que les processus ne les désavantagent pas. Et je peux vous dire des toutes petites choses comme ça. À Polytechnique, c'est pareil. On était restés à, disons, 30 filles par promotion, ce qui est tout à fait anormal. On a essayé de comprendre pourquoi, les faits oraux, écrits, gymnastique, enfin, est-ce qu'il y avait des facteurs concours? Il n'y avait pas de facteurs concours. Ils ont beaucoup travaillé. Je vous fais ça en 3 secondes, mais, parce qu'on est pressé, mais ils ont beaucoup travaillé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le réservoir, notre handicap, c'est-à-dire les classes préparatoires maths, physique, qui étaient très, très déficitaires en filles, en jeunes filles. Et pour aller plus loin, on s'est rendu compte que les bonnes lycéennes n'allaient pas dans les études de maths et de physique, parce qu'elles avaient l'impression, c'est une question d'image, de modèle, elles avaient l'impression que les métiers d'ingénieur n'étaient pas faits pour les femmes. Les métiers d'ingénieur, alors vous êtes un contre-exemple, les choses ont changé peut-être un peu, mais la biologie attire plus quand même de manière équilibrée. Dans les métiers d'ingénieur, disons, sciences dures, il y a beaucoup moins d'attractivité. À ce moment-là, on s'est mobilisé, on a créé des associations pour sortir, pour aller dans les lycées, pour recevoir les lycées à l'école, pour leur montrer qu'on n'était ni des moutons à 5 pattes, mais enfin qu'on avait vécu notre vie de manière aussi normale et aussi épanouie que quelqu'un d'autre, et que donc c'était possible. Vous voyez, il y a un moment où il faut s'engager, et c'est pour ça que n'étant pas... J'ai vraiment pas démarré suffragette, mais maintenant je suis militante. Je fais partie de l'association Femmes et Sciences. Je fais partie d'associations, de plusieurs associations de femmes. Et au niveau international, étant dans des conseils d'administration de centres de recherche et dans le conseil d'administration d'une ONG, on agit pour aider les femmes ailleurs, parce que la situation des femmes en France, autant vous dire qu'elle est quand même bien avancée par rapport à la situation des femmes dans d'autres pays. La quatrième leçon que je voudrais tirer de cette vie professionnelle, c'est l'importance du facteur humain. Dès qu'il y a un problème humain, quand vous êtes manager, un conseil, il faut tout de suite s'y attaquer. Ça pourrit. Les problèmes humains il ne faut absolument pas dire on s'en occupera demain. C'est assez douloureux en général de régler un problème humain, mais il faut avoir le courage d'y aller, parce que je peux vous dire d'expérience que si on ne s'en occupe pas, ça pourrit. Et puis, je reprendrai la leçon, on a discuté tout à l'heure avec une de vos professeurs, Camille Dumas, et je dirais, c'est important de penser à des méthodes de travail qui soient des méthodes de construction mobilisant les gens. Je veux dire, l'autorité garde à vous repos, pourtant j'ai appris ça à l'école, mais franchement, ça ne marche pas. Si vous voulez qu'une organisation marche, si vous voulez que, quand on gère des crises, Isabelle, tu as connu ça, quand on gère des crises, qu'on a besoin que les gens travaillent le week-end, la nuit, et faire des choses difficiles, il faut que chacun se sente à sa place, que chacun se sente considéré, du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle. Et donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de créer, si c'est possible, cette intelligence collective dans les milieux de travail dans lesquels vous serez. Et donc, en conclusion, je voulais vous dire, allez les filles, c'est le titre super de cet ouvrage de Baudelot et Establé, qui sont 2 sociologues qui ont écrit là-dessus, et qui ont dit, engagez-vous, parce que pourquoi les filles ne sont pas présentes dans les fonctions de direction, pourquoi est-ce qu'elles osent pour l'instant un peu moins, même si vous avez des tas de contre-exemples qui vont vous parler tout à l'heure, c'est faute de modèle. Donc n'hésitez pas, chaque fois que vous en aurez l'occasion, après que vous aurez pris des responsabilités, à aller témoigner chaque fois que vous le pouvez. Voilà, merci en tous les cas, et je vous souhaite d'aller les filles.
On remercie Marion Guillou de ce beau discours. Et maintenant, c'est le tour d'Isabelle Schmittler. Merci beaucoup à Marion. Je suis très flattée d'être encore aujourd'hui ici à Toulouse, en ayant passé près de 4 années en tant que directrice de l'école vétérinaire de Toulouse jusqu'au mois de mai dernier. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisatrices en fait de cette manifestation et au travers elles saluer l'initiative qu'elles ont portée. Pourquoi saluer ? Parce que je verrai quand même 4 raisons fondamentales pour saluer cette initiative et considérer qu'elle est tout à fait pertinente, au-delà de tout ce qui a été dit déjà par Marion. Tout d'abord, à souligner que les filières de formation, à un moment où les filières de formation dans le domaine des sciences de la vie sont majoritairement féminines et que les filles y réussissent, puisque dans les écoles véto, on est à peu près entre 75 et 80% de filles. En agro, à peu près, vous atteignez presque ces valeurs aussi. Dans toutes les filières, dans médecine aussi, en fait, biologie, tout ce qui est biologie, les filles sont là et réussissent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que paradoxalement, quand des filières se féminisent, un certain nombre de mauvais esprits disent qu'une filière qui se féminise est une filière qui se paupérise. Et beaucoup de gens disent ça. Et je pense que Marion est la preuve que ce n'est pas le cas, et vous serez la preuve demain que ce n'est pas le cas. Et par votre mobilisation, je pense, aujourd'hui, vous prouvez que vous portez en fait un message, que le fait effectivement que les femmes sont des femmes d'avenir et vont pouvoir effectivement porter très loin l'ambition que vous avez. Troisième raison, les filles, d'une manière générale, hésitent à prendre des responsabilités. Et c'est vrai, souvent, on dit plafond de verre. Et moi-même, en fait, à plusieurs reprises, quand on m'a proposé des postes, et j'ai fait le contraire de ce qu'a dit Marion, c'est-à-dire, je me suis dit, la première question que je me posais, c'est pas est-ce que j'ai envie de le faire, c'est mais est-ce que je serais capable de le faire ? Et je postulais pas, on venait me chercher. Alors que j'aurais dû me dire, si on vient me chercher, c'est qu'on estime que je suis capable de le faire. Et donc, la question à me poser, c'est effectivement, est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que j'ai envie de me sortir les tripes ? Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle, effectivement, il y a à discuter là-dessus, il y a des leviers, il y a des verrous à faire sauter. La quatrième raison, c'est de montrer que les femmes, en fait, ont toute leur place. Et Marion, je pense, a cité un certain nombre d'exemples qui sont tout à fait parlants. Ont toute la place à tous les niveaux de la hiérarchie, en fait, à la fois dans l'administration et dans les entreprises. Et peuvent apporter en fait du plus dans la manière de travailler, dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière aussi de montrer qu'on peut concilier à la fois vie professionnelle et vie familiale. Voilà, donc je pense qu'on a véritablement quelque chose à apporter. On a une manière de penser qui est peut-être aussi un peu différente, parfois un peu disruptive, on va dire. Et je pense que voilà. Donc pour ces 4 raisons, je pense que votre séminaire et votre initiative, c'est une vraie bonne idée. Et je voulais vous le dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis extrêmement flattée que vous m'ayez contacté, en fait, pour venir à parrainer, parce qu'on dit parrainer, on dit pas marrainer encore, cette soirée conférence. Flattée aussi que vous ayez considéré mon parcours comme inspirant. C'est vrai, quand je regarde un peu derrière moi, je me dis que c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Mais parfois, on se pose des questions. Et a posteriori, on se dit oui, mais peut-être que j'ai pas fait ça aussi bien que ça. On s'autocritique beaucoup, on dit oui, peut-être que je suis passée à côté de certaines choses, certaines de mes enfants, de mes 2 filles quand elles étaient plus jeunes et tout ça. C'est les premières à me dire non mais arrête, ça va, on a réussi, on s'en est sortis. Mais on se pose des questions quand même. Bon, il faut pas hésiter. Donc merci beaucoup et je suis extrêmement flattée. Mais je suis aussi étonnée parce que je suis dans un milieu ici, dans une école d'ingénieurs, et je ne suis pas ingénieure. Je suis vétérinaire. Je suis vétérinaire, mais un vétérinaire un peu particulier, puisque j'ai très tôt signé, en fait, pour la fonction publique, alors que j'étais formée dans une école qui forme essentiellement des gens qui sont destinés à être dans une pratique libérale. Et je peux vous dire que quand, en 3e année d'école vétérinaire, j'ai dit que je voulais signer pour la fonction publique, j'étais un peu regardée comme le vilain canard, le vilain petit canard. Maintenant, mes anciens camarades de promo me regardent avec un œil un peu différent, on va dire. Mais c'est vrai que c'était très, très mal vu. Et j'ai persisté, j'ai dit, mais si, je veux faire ça. Donc j'ai fait l'école des services vétérinaires. Et au sortir de l'école des services vétérinaires, une année après l'école véto, à l'époque, c'était à Lyon. Non, c'était même pas à Lyon, c'était à Paris. J'ai été affectée en abattoir. Voilà. Pendant 3 ans, j'ai été affectée en abattoir. J'étais une femme.
J'avais 23 ans, 24 ans. J'étais célibataire dans un milieu, alors s'il y a plus milieu masculin que les abattoirs, je pense qu'on a du mal. Voilà. Dans un milieu un peu macho. J'avais 13 techniciens sous ma responsabilité. On m'avait jamais appris à faire de l'encadrement et du management. Et débrouille-toi. Et j'avais même pas une technostructure administrative autour de moi, puisque la direction des services vétérinaires était à 60 km, qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas les ordinateurs. Il fallait que je monte avec ma 4L pour faire signer mes courriers et taper mes courriers une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et débrouille-toi. Voilà. Ça a été une grande leçon d'humilité. Mais c'est là que je pense que j'ai appris aussi le management. J'ai appris à respecter les hommes, parce que là, c'était pas les hommes et les femmes, il y avait que des hommes, dans les fonctions qu'ils exerçaient, y compris ceux qu'on appelle les tueurs de l'abattoir, c'est-à-dire les professionnels de l'abattage, qui ont un métier dur. C'est pour ça qu'en ce moment, quand on critique beaucoup ce qui se passe dans les abattoirs, je peux vous dire que j'ai beaucoup de respect pour ces gens, parce que c'est un métier difficile. Et c'est pas forcément des gens qui ont fait des grandes études, mais ils méritent notre respect parce qu'ils contribuent à notre alimentation et à faire en sorte que nous mangions tous les jours. Et je pense que c'est important. Donc, mon séjour en abattoir, une grande expérience aussi. Organiser les congés pour la première année de ma prise de poste, où ils voulaient tous partir en vacances en même temps. Et je m'étais dit, mais comment tu vas t'en débrouiller ? Et à la fin, j'ai fini pour pousser une grosse gueulante, en leur disant maintenant, tous dehors, parce qu'ils s'engueulaient, le mouton montait, etc. Moi, j'ai réservé mes vacances, moi, ma femme est ci, moi, ma femme est ça, etc. Et tout ça. Je me dis, comment je vais m'en sortir ? À un moment donné, j'ai monté le ton et j'ai dit, maintenant, tous dehors. Vous vous débrouillez, vous me remplissez le planning, il ne faut pas qu'il y ait de trous, je vous donne 2 heures, et si vous ne me l'avez pas rempli, c'est moi qui le remplirai d'autorité et je l'enverrai au directeur pour le faire valider. Ils sont tous partis penauds. Des années après, ils m'ont dit, mais on ne pensait pas que vous étiez capable de faire ça et vous nous avez étonnés. Eh bien si, je l'ai fait. Voilà. Donc ça a été compliqué aussi de faire de l'inspection. Il y avait un VE vétérinaire qui était à l'abattoir, qu'on appelait docteur, mais on m'appelait mademoiselle. Alors c'est un détail, j'en avais rien à faire, mais c'était compliqué. Se faire sortir des marchés quand on faisait de l'inspection. Je me disais, mais j'ai fait tant d'études que j'ai pas mal réussi pour me faire sortir comme une mégère d'un marché parce que les gens vendaient de la viande pourrie. Mais bon, c'était une grande leçon d'humilité. Ensuite, la vie a fait que j'ai rencontré mon mari, qu'il a fallu commencer à faire des compromis. Parce que vivre avec quelqu'un, faire une carrière professionnelle, c'est aussi faire des compromis. Et le compromis, c'était trouver un endroit où on pouvait travailler tous les deux. Ça a été Paris. On avait et l'un et l'autre. Moi, je suis marseillaise aussi, comme Marion. On avait et l'un et l'autre, mon mari et moi, dit jamais tout, mais pas Paris. Et puis finalement, on s'est retrouvés à Paris. On y est encore. Voilà. Donc, et je suis toujours avec mon mari. Donc finalement, ça n'a pas trop mal marché. Voilà. Alors ma carrière, en fait, je suis allée au ministère. C'est là que j'ai travaillé en partie avec Marion. D'abord dans une période où c'était la construction de l'Union européenne. On n'avait pas tous les débats qu'on a actuellement. On était pour faire le marché unique, supprimer les frontières, harmoniser les normes entre les différents États membres, faire que les personnes, les produits puissent circuler, les animaux puissent circuler librement. C'était beaucoup de communautaires, beaucoup de nationales. C'était très prenant, c'était très enrichissant. Le travail avec les autres États membres, à l'époque, on était 15. Même un peu moins au départ, 12, après on était 15 États membres autour de la table, c'était super enrichissant, c'était très très intéressant. Donc gros volet communautaire et international sur les questions sanitaires. Après je suis passée au ministère des Finances, grâce à Marion, je suis partie à la direction de direction des relations économiques extérieures, toujours sur le sanitaire, par les OGM, etc., avec les contentieux hormones, avec les Américains, nos amis américains, qui n'ont pas toujours la même vision que nous de ces affaires-là. Et puis je suis revenue au ministère. On avait déjà eu à gérer une partie de crise, un passage de Marion avec la crise de l'ESB, la crise de la vache folle, la première crise. Et quand je suis revenue au ministère, comme chef des services vétérinaires, alors là, on s'est pris de plein fouet la deuxième crise de l'ESB, l'interdiction des farines et tout le bazar. Et puis la fièvre afteuse, où on a dû abattre des dizaines de milliers d'animaux dans des conditions très compliquées, très rapides, faire prendre des décisions aux politiques. C'était, comme l'a dit Marion, c'était des moments qui étaient humainement parlant très forts, sanitairement parlant et en termes de politique publique, c'était important. Si on laissait, au revoir Marion, si on laissait partir la maladie, c'était l'ensemble de notre cheptel qui était condamné. Donc c'était compliqué. On était capable de travailler avec nos équipes de 7h du matin jusqu'à minuit. Et les gens dormaient parfois sur place. Et notre rôle de manager, c'était plutôt d'essayer de retenir les gens en leur disant « Attendez, à un moment donné, il faut manger, il faut dormir, sinon on n'est plus performant ».
Mais c'était super intéressant a posteriori. Voilà. Après, il a fallu que ça s'arrête. Donc, je suis retournée en province, là. Ma famille restait à Paris. Mes filles étaient, à l'époque, adolescentes. C'était sympa, ça, de gérer. Donc, je suis restée 6 ans directeur régional de l'agriculture et de la forêt à Orléans. Je me suis occupée beaucoup des politiques agricoles, de l'enseignement agricole technique. Je me suis occupée aussi de tout, de la gestion de l'eau, des quotas d'irrigation, etc. C'était très bien. C'était une autre expérience. Ensuite, je suis partie diriger un établissement payeur des aides communautaires de la PAC, de l'Outre-mer. Donc ça, c'était sympathique aussi. Là, je suis revenue à Paris. Et puis après, je suis redescendue à Toulouse. Donc c'était un peu retour à mon point de départ, puisque j'ai dirigé donc l'école qui m'avait formée quelques années avant. Voilà. Donc c'est un peu mon parcours. C'est un parcours essentiellement public. J'ai décidé de m'engager dans la fonction publique pour beaucoup de raisons. Je ne me voyais pas vétérinaire en cabinet, enfermée et toujours surtout au même endroit, parce qu'à l'époque c'était un peu comme ça toute ma vie. Je voulais rencontrer des gens différents, faire des métiers différents. J'ai pas été déçue. Voilà. Alors à la fin, moi, de mon propos, ce que je voudrais faire, c'est vous passer en fait les quelques messages, essayer de réfléchir aux quelques messages que je pourrais vous passer. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Et j'en ai retenu 3. En fait, le premier, c'est que je pense qu'on ne peut pas écrire ce que sera son avenir d'emblée. On ne peut pas dire, voilà, moi je serai ça, dans 10 ans je serai PDG, etc. Si on m'avait dit quand j'étais sortie de l'école que je serais là aujourd'hui, je vous aurais dit, mais ça va pas, non? Voilà. Je pense que c'est pas été l'ambition qui m'a motivée. Ce qui m'a motivée, c'était le désir de bien faire, et puis le désir de se jeter dans le bain, de faire des métiers différents. Et je peux vous dire que de sortir... J'ai bien aimé l'image de Marion de dire il faut quand même garder chaque fois une prise. Mais les 3 autres, on les a lâchés. Hein, donc il faut quand même que la première, elle tienne bien. Et puis essayer rapidement de se retrouver des prises ailleurs. Et c'était intéressant. Donc sortir de sa zone de confort, se dire, avoir des challenges, dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais y arriver, puis finalement se dire que finalement, ça y est, on y est arrivé. Voilà. Donc, pourquoi on ne peut pas tout construire à l'avance? Parce qu'on évolue soi-même dans ses aspirations. On n'est pas pareil à 20 ans qu'on est à 30 ou qu'on est à 40. On n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies. Donc, on change. Il faut composer aussi avec son environnement. Il faut savoir s'écouter, savoir de quoi on a envie de faire. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Composer avec son environnement à la fois familial, amical, parce que les amis sont très, très importants tout au long de la vie. Voilà. Donc on ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut écrire d'avance. Donc c'est bien de poser la question, mais vous verrez que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Voilà. Après, le deuxième message, c'est qu'il faut avant tout s'écouter, se faire confiance, être bien entouré, c'est un vrai plus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon et un mari qui m'a toujours poussé. Il m'a toujours, à chaque fois, je lui disais, mais tu crois que c'est possible, que je vais pouvoir le faire? Et il m'a dit oui. Je lui dis, mais attends, je vais être à Orléans, les filles, elles sont au lycée, comment? Il me dit, si, on se débrouillera. Donc ça, c'est un vrai plus, d'avoir quelqu'un à côté de soi qui ne vous freine pas, mais qui vous accompagne et qui vous pousse, et qui prend donc du coup quelque part aussi sa part de responsabilité et sa part du travail. Je pense que c'est très important. C'est très important. Et puis, je voudrais dire quelque chose qui a été dit par un professeur en fait de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, qui s'appelle Philippe Gabillet. Et vous pourrez aller voir sur Internet, il y a une vidéo qu'il a faite qui est très bien faite. Et le thème de la vidéo, c'est la chance est-elle une compétence? Et la chance, selon lui, est une compétence. Quand les gens vous disent « j'ai pas de chance », c'est pas vrai. La chance, il faut savoir l'identifier, il faut saisir la voir et la saisir. Tout le monde a de la chance. Tout le monde. Et donc, allez voir cette vidéo, elle est très, très éclairante. Moi, je vous ai dit que ce que j'en ai retenu, mais il en fait une très, très bonne démonstration. Saisir sa chance, subir des déceptions, parce qu'on ne réussit pas tous les jours. Hein, et puis, il y a des portes qu'on se prend en pleine poire de temps en temps. Savoir descendre, rebondir, remonter, comme on dit à cheval, quand on tombe une fois, on monte 10 fois. Il faut savoir se remettre en selle, pas se décourager, tracer sa voie, faire des choix et les assumer. Très important, ça.
Jamais regarder en arrière en disant mince, j'aurais pas dû faire ça. Quand on a pris une décision, on l'assume et on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, pas complètement. Si on se rend compte à un moment donné qu'on n'est pas heureux, que c'est pas ce qu'on voulait, on se pose la question, on va faire autre chose. Voilà. Il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie. Et puis la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est une image qui m'a été donnée par un collègue belge. Les Belges, des fois, des choses intéressantes, qui était vétérinaire aussi, qui travaillait à la Commission européenne, avec lequel j'avais beaucoup sillonné la France et les postes d'inspection frontaliers. Vous savez, quand on a fait le marché unique, il fallait qu'il y ait des points d'entrée communautaires. Il fallait qu'ils répondent à des normes communautaires. Et donc, c'était des inspecteurs communautaires qui venaient vérifier si on avait bien tout ce qu'il fallait pour pouvoir inspecter et s'assurer que tout ce qui rentrait comme animaux ou comme produits n'allait pas contaminer toute l'Union européenne. Et donc, ce Belge, qui s'appelait André Evers, j'ai beaucoup parlé avec lui dans la voiture, dans les déplacements et tout ça. Et il me disait, tu vois, il était plus âgé que moi, il me disait, tu vois, Isabelle, moi, je considère que la vie, elle se construit sur un trépied. Il y a bien évidemment sa vie professionnelle. On trace sa voie, etc. et tout ça. On essaie de se faire plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps dans son travail. Donc, si on peut en plus se faire plaisir, c'est quand même pas mal. Donc, la vie professionnelle. Le deuxième pied du trépied, c'est la vie familiale. Ses parents, ses frères, ses sœurs, son conjoint, ses enfants. Ça, c'est important. Et puis, la troisième chose que j'avais jamais identifiée, c'était sa vie personnelle. C'est-à-dire ce que nous, on a envie, tout seul. Pas mon mari, mes enfants, mon machin, ce que moi, j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie, mes amis, mes passions, voilà, ça c'est important. Et il me disait qu'en fait, son image, c'était de dire, ce trépied, à un moment donné, on peut mettre un bémol sur l'un ou l'autre. Quand on a des enfants, effectivement, on n'est pas aussi investi dans sa vie professionnelle, au début au moins, surtout quand on est en congé de maternité, que quand on a 50 ans. Donc à ce moment-là, on peut effectivement ralentir un peu la vie professionnelle, mais toujours garder un peu la vie professionnelle, effectivement. Après, ça peut être un peu l'inverse. Mais il faut toujours garder au moins 2 pieds solides. On peut mettre l'un des 3 un peu entre parenthèses à un moment donné, mais il faut en garder 2 solides. Parce que le jour où votre mari vous quitte, vous vous retrouvez tout seul. Si vous n'avez pas de vie professionnelle, vous êtes quand même un peu dans la mouise pour subvenir à vos besoins. Si vous avez... Vous serez content d'avoir votre vie professionnelle et votre vie et vos amis, voilà, autour. Et pareil, je pourrais décliner ça autour. Et je trouve que l'image est très bien, est très bonne. Et donc, garder toujours cet équilibre et faire en sorte que toujours il y en ait 2 qui tiennent, même si le 3e, il flanche un peu. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais remercier les organisatrices de cet événement et les organisateurs, parce que je vois qu'il y a quand même aussi quelques garçons. Vous dire encore une fois que je suis extrêmement flattée d'avoir été contactée pour intervenir ce soir. Et puis un peu souhaiter longue vie à cette initiative, puisque j'imagine que les unes et les autres, le principe d'une école, c'est que vous en sortiez et que vous alliez voguer de vos propres ailes vers un avenir professionnel que j'espère aussi brillant que possible, et en tous les cas qui répondent surtout à vos aspirations. Et j'espère qu'il y aura derrière la relève pour pouvoir renouveler ce genre d'initiative. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous.